vidéo, on n'y échappe jamais aux chroniques. Les jeux vidéo. À la base, moi, je voulais juste une excuse pour parler de Monkey Island, qui est une série que j'aime beaucoup, mais je me suis rendu compte que ça allait être chiant parce que vous connaissez sûrement pas, donc j'ai parlé des jeux d'aventure en général. Mais avant ça, petit retour dans le passé, nous allons retourner en 1970. 1970, c'est très archaïque, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, en fait, ça n'existe quasiment pas en 1970. Les deux seuls exemples que je peux vous citer, là, comme ça, de mémoire que je connaissais, c'était Oxo, à gauche. C'est un morpion. Ok. C'est un morpion avec des LED. Et Tennis for Two, à droite, c'est un jeu de tennis sur un oscilloscope. Les mecs ont programmé un oscilloscope pour faire... Ça a commencé comme ça, le jeu vidéo. Ouais, mais c'est vraiment des étudiants. Genre, c'est vraiment Oxo, les étudiants qui se font chier, quoi. Oxo, ça date de 1952 et Tennis for Two de 1958. Ouais, mais c'est vraiment des nerds en informatique qui s'emmerdent mais... et qui sont en mode vas-y, bro, on code des trucs, c'est rigolo. Mais oui, mais le jeu vidéo, ça a commencé. C'était des projets étudiants dans les universités, en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais donc, on est en 1970, le jeu vidéo n'existe quasiment pas. Oui. Il n'y a même pas Pong. Pong, ça sort dans 2 ans. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Oh. Et pourtant, je vous dis que le jeu vidéo va être révolutionné. À votre avis, comment ? Jeu vidéo d'aventure. Bah non, parce qu'il n'y a pas de... L'ordinateur. Non, c'est pas l'ordinateur. Alors... C'est oublier tout ce qui est technologique. Le son. Non. Je t'ai dit d'oublier ce qui était technologique. Je sais pas, moi. Vous avez pas d'idée ? On va se taper. Comment ça, on va se taper ? Oh, tu parles bien des geeks. Oui, bah, les geeks, les gamers avec un arrobase et un 3 à la place du E, ils sortent pas de leur chambre. Arrobase à la place du E. C'est bon, là. C'est... Est-ce qu'on devrait pas inverser ? Parce que là, du coup, Mel, il a pas de... Ouais, peut-être, comme tu veux. Vas-y, on se décale. Où je me mets là ? Vas-y. Ouais, vas-y. Ah ouais, mais... Donc, voilà. C'est bon. Oui, c'est bien. Bon. C'est bon. Tiens, je te donne ton téléphone. C'est pas grave. Tiens, je te donne ton téléphone. Donc, vous n'avez pas trouvé. Et c'est dommage. Mais la réponse, c'était le jeu de rôle. Puisque en 1970, les Américains Gary Gygax et Dave Arneson créent Donjons et Dragons. Ah ouais, ça date oui, de là. Ça date de 1970, Donjons et Dragons. J'aurais fait... Ah ouais, non mais oui, t'as raison, c'est le moment de hippie. Donc oui. Et donc, avec Donjons et Dragons, ils formalisent le jeu de rôle. Et donc, en plus de révolutionner l'univers des jeux de plateau, ce petit événement, ça va un peu révolutionner aussi celui du jeu vidéo, même s'il n'existe pas encore à l'époque. Tout simplement parce que Donjons et Dragons, ça formalise l'inventaire, l'expérience, les statistiques, tout plein de trucs qu'on retrouve dans les jeux vidéo aujourd'hui. Et sans... est-ce que j'ai mis quoi comme image après ? Voilà, l'expérience, les statistiques, l'inventaire. Et donc, sans Donjons et Dragons, on n'a pas de Final Fantasy, on n'a pas de Dragon Quest, on n'a pas de Pokémon. C'est l'origine des RPG, quoi. C'est d'avoir une histoire, d'aventure. Voilà, c'est ça. Comment dire, on va dire le jeu d'avant. Le jeu de rôle, c'est tu vis une aventure avec des gens, et le jeu vidéo, c'est tu vis une aventure seule, quoi. C'est exactement ça. Et donc c'est un peu triste, mais... vous voyez ça comme vous voulez, nous geeks, mais c'est un peu triste, quoi. Et voilà, sans Donjons et Dragons, on n'a pas déjà tous ces RPG. Et moi, je suis pas venu là pour vous parler de RPG. Je suis venu là pour en parler de jeux d'aventure. Et donc, ça, c'est un truc que j'ai rajouté en rouge sur ma feuille parce que je m'en étais pas rendu compte, mais il y avait une erreur dans ma chronique à la base, c'est que j'avais oublié de donner une définition du jeu d'aventure. C'est un peu con. C'est un peu con. Et comment surtout le différencier du RPG qu'on pourrait confondre avec le jeu d'aventure. Je vais pas vous parler de RPG, je vais vous parler de jeu d'aventure. Est-ce qu'un RPG peut être un jeu d'aventure ? Ça dépend. À votre avis, comment vous définisseriez, si vous deviez écrire une définition Wikipédia, qu'est-ce que le jeu d'aventure ? Je pense qu'il y a une histoire à suivre quand même. Il y a une ligne directrice. C'est un jeu qui est centré sur l'histoire, ouais. Ouais. C'est pas tu vas de combat en combat pour améliorer ton armure et atteindre un boss final, quoi. Tu as plus l'impression de vivre une vraie vie, quoi. C'est
peut-être plus immersif qu'un... je sais pas. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à le différencier du RPG. Maintenant que tu le poses la question, c'est différencier un jeu d'aventure. En fait, visuellement, je vois comment les deux pourraient se différencier. Ouais. Mais en termes de gameplay, beaucoup moins. Bah, tout simplement, le jeu d'aventure, en fait, c'est un jeu qui va être dirigé par le scénario, par l'histoire qu'il raconte, mais qui va beaucoup plus s'axer autour de la réflexion et des choix du joueur plutôt que sur l'action. D'accord, ok. Donc, par exemple, un jeu comme même Final Fantasy ou Pokémon, où même on a des combats au tour par tour, et ben ça tombe dans le RPG et pas dans le jeu d'aventure, parce qu'il n'y a pas d'éléments de réflexion, le jeu n'est pas basé sur des choix de dialogue, des arbres de dialogue ou des énigmes à résoudre. Ouais, donc un jeu d'aventure, c'est plus lié un peu au jeu d'énigmes et à tout C'est ça. Ça, c'est très vieux en plus dans le jeu vidéo, tout le jeu d'énigmes, le puzzle et tout, Ouais. ça fait partie des premiers jeux vidéo. Donc c'est plus lié à ça que c'est un peu la méta, le bébé entre de ça et un RPG. Finalement, c'est le JDR sur un ordinateur. Parce que dans le JDR, tu vas pas te battre pour de vrai. Tu suis juste Oui. de la réflexion. Et... Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et pourquoi je vous ai parlé Enfin voilà, pourquoi je vous ai parlé de JDR aussi, c'est parce que le JDR, ça a inspiré en plus des RPG, les créateurs de jeux d'aventure, comme tu le disais Maël. Et donc, c'est le cas de ce monsieur charmant qui s'appelle Will Crowther, qui en 1975 créa un petit jeu qui s'appelle Colossal Cave Adventure, ou souvent abrégé en Adventure. Alors, il s'agit du deuxième jeu d'aventure textuelle vraiment connu. Donc déjà, vous pouvez vous rendre compte que le jeu, c'est juste du texte. Ouais, mais on retrouve ça maintenant un peu. Ah ouais, ça se refait le jeu d'aventure textuelle ? Ah ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Là, t'as une IA. Bob Lennon, il a fait des trucs comme ça. Là, où t'as une IA qui part en couille. C'est très drôle. C'est Dungeon quelque chose. Ouais, mais ça reprend parfaitement ce type de truc. De temps en temps, ça arrive. Voilà. Mais du coup, c'est le... Pour moi, en tout cas, c'est le premier jeu d'aventure. Ouais. IA Dungeon, peut-être AI Dungeon, oui, tout à fait. C'est possible. J'ai regardé Bob. C'est le premier jeu d'aventure à connaître du succès. Donc le principe, c'est très simple. En fait, c'est très... Et j'ai oublié de le prendre, je suis trop con. J'avais ramené La forteresse du chaudron noir de Bob Lennon, qui est un livre dont vous êtes le héros. Et le jeu d'aventure textuelle, c'est exactement ça. C'est un livre dont vous êtes le héros, sauf que c'est sur un écran d'ordinateur. Et c'est trop bien, les livres dont vous êtes le héros. Ouais, et ça se joue du coup en tapant des mots-clés. Donc par exemple, je suis dans une pièce et le jeu m'indique qu'il y a une clé posée sur la table. Je tape au clavier Take Key et je vais prendre la clé. Et ça se joue comme ça. Et le but, pour le coup, dans Colossal Cave Adventure, c'est d'explorer une grotte avec plein de mystères, de résoudre des énigmes et d'avancer pour ramasser le plus de trésors. Donc ça va, c'est très archaïque. Hein. Au vu de l'ordinateur derrière, là, faut être sacrément riche pour pouvoir jouer à ton vieux truc là. Alors que t'achètes un bouquin à l'époque, t'es plus ravi. C'est très archaïque surtout parce qu'en fait, tu dois deviner les mots qui sont utilisés pour désigner les objets. Ouais. Et que si par exemple, s'il y a un récipient qui contient de l'eau, il faut deviner quel mot il faut utiliser pour le désigner, quoi. C'est ça. Soit carafe, bro. Donc ça devient compliqué tout de suite, quoi. Pot d'eau. Piché. Pot d'eau. Piché. Enfin, piché ou carafe, quoi. Mais moi, ça me paraît évident. Par exemple... Le reste, ce n'est que de l'hérésie et des simagrées. Par exemple... Détail de l'histoire. Désolé. Tu peux avoir un exemple que j'ai comme ça, c'est un jeu d'aventure textuelle sur les Gremlins. À un moment, je sais pas si vous avez vu Gremlins, mais à un moment, il y a un Gremlins qui se fait tuer dans un mixeur. Oui. Et donc, dans le jeu, tu dois activer le mixeur. Donc, au début, tu veux utiliser les mots use blender. Et ça marche pas. Parce qu'en fait, il fallait utiliser push button. Voilà. Donc, c'est toute une gymnastique de l'esprit. Mais c'est très archaïque, mais bon, c'était le début. Ça a inspiré plein de jeux. Qu'est-ce que j'ai après ? Oui, voilà, ça c'est ma map. J'avais commencé à jouer à Colossal Cave Adventure et j'ai dessiné une map. Parce que faites une map.
Blender King. Ça a inspiré plein de jeux Rogue, Oui. le premier roguelike, et qui donneront plein de trucs très intéressants. Je l'ai après ça. Voilà, ça c'est Rogue, qui donneront le genre des roguelikes. Vous avez Binding of Isaac, qui est un roguelike le plus connu, je pense. FTL. FTL, tout à fait également. FTL. Voilà, donc c'est vraiment, ça paraît pas comme ça, on dirait juste que c'est un petit jeu rigolo, mais c'est vraiment le daron de plein de jeux vidéo et c'est hyper important. Si vous voulez y jouer, vous pouvez sur ce site. Le jeu est disponible gratuitement en ligne. Alors voilà, c'est très archaïque encore une fois, faut y aller avec des pincettes. Mais Est-ce c'est qu'il possible. existe une genre généalogie des jeux vidéo, des gens qui ont travaillé sur ça, de quel concept a influencé quoi, ou c'est encore trop récent ce milieu de... Est-ce que, je sais pas, moi je travaille sur autre chose en lien avec l'architecture, mais est-ce qu'il y a des gens qui font du jeu vidéo qui se sont posés un jour la question de, en fait, on hérite de quoi et quelles idées on pourrait reprendre de où? Je pense que le problème, c'est que, comme en architecture, je suppose, les influences, en réalité, tu peux les deviner, mais ça va surtout se baser sur les témoignages des créateurs qui vont dire j'ai été formé avec tel truc, je me suis inspiré de ça m'a marqué. Et autant dans un domaine comme l'architecture où on écrit beaucoup, Ouais, d'articles, on de trucs comme n'écrit ça. pas encore beaucoup en fait. Ah ouais Non, je veux dire dans le jeu vidéo, du coup, on n'écrit pas encore non, dans beaucoup. le jeu vidéo, on n'écrit pas beaucoup. Ouais, on code. Voilà, on est là pour faire des jeux. On mais roule sa tête c'est- sur un clavier, quoi. C'est assez peu documenté, c'est ça. Ouais, Et, je comprends. Non, mais il faut être efficace. et d'ailleurs, pas mal des infos que je raconte aujourd'hui, je le tiens d'un épisode de la série Netflix qui s'appelle High Score, qui retrace plusieurs points de l'histoire du jeu vidéo et où ils sont allés chercher plusieurs créateurs, dont les prochains dont je vais vous parler, pour recueillir des témoignages sur leur vie et sur leur création. Et il y a toujours parce que tu vois, c'est un média qui est ultra récent, le jeu vidéo, Oui. en termes de trucs. Et du coup, on est en train de perdre les premières gens qui en ont créé. ouais. Et c'est con parce que nous, tu vois, en architecture, on a deux textes. On a un texte de l'Antiquité, et c'est tout, quoi. On n'a pas de texte, tu vois, des premiers architectes, de comment ils pensaient. C'est con de maintenant, à notre époque, de pas se dire en fait, l'origine, c'est quoi? Parce que ce basculement entre ce que vous faites maintenant et le rapport entre eux, je pense que ça peut produire des choses. C'est tout le travail des associations de conservation et de documentation, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager, ouais. Et encore récemment, un an ou deux, on a eu le mémoire de Sid Meier, un énorme créateur du début des jeux de stratégie, oui. Ça c'est vachement bien. Je regarderai peut-être. Je pense Sid que Meier, je crois que c'est le nom d'un moteur de Civ. C'est le créateur de Civilization. Donc Ouais, mais il me semble que c'est le nom du moteur. D'ailleurs, Civilization, en vrai, ça s'appelle le Sid Meier Civilization. Ouais. Mais il me semble que c'est le nom du moteur ou un truc comme ça. Mais ça me dit un truc meilleur. Du coup, immense respect à Sid Meier, et j'aimerais beaucoup que plus de créateurs de jeux vidéo fassent ça, posent leur mémoire et parlent de tout ça. Je sais pas. Non, je suis parti un peu loin, hein, désolé, mais non, mais figure-toi que non, puisqu'on parlait d'influence et on reste dans les influences, puisque Colossal Cave Adventure a influencé d'autres créateurs, à savoir Roberta Williams et son mari Ken, donc Roberta qui s'est pris de passion pour Colossal Cave Adventure, tout ça je le tiens de la série High Score sur Netflix, et qui s'est dit merde, je vais créer mon propre jeu, avec son mari Ken qui était du coup développeur. Et ensemble, elle va être plus game designer, elle va poser sur papier ses idées. Et ensemble, ils vont créer la firme Sierra Online, qui ça me dit un truc. Ce logo me dit un truc, mais ils font quoi aujourd'hui? Des jeux vidéo. Ok. C'est une société de jeux vidéo, et si on connaît si on est fan de jeux d'aventure, Sierra Online, c'est l'un des deux plus gros... Une des deux plus grosses compagnies qui ont fait des jeux d'aventure dans les années 80-90. Des types. Je pense que la mémoire peut se résumer à... Tu veux vraiment les mémoires de Bruno Bonnell?
Ouais, mais je pense que les mémoires pouvaient se résumer à il nous faut de l'argent. Mais beaucoup. je pense que en vrai, on a déjà eu d'ailleurs, grâce à JDG aussi, un peu des témoignages des gens d'Infogrames et qui disaient juste que en fait, leur jeu, ils les testaient en interne. Oui, Et forcément, quand c'est ton jeu que tu le connais par cœur, tu te rends pas compte de la difficulté. c'est vrai que en vrai, ils étaient beaux, les jeux Ils étaient très beaux. Ils étaient très beaux, mais Et oui. plein de passion, mais très dur. Ouais. Voilà. Donc, Roberta Williams et son mari Ken qui créent du coup en 1980 Mystery House et en 1983 qui attaque la série des King's Quest. Et là, normalement, vous devriez voir une différence flagrante avec Cave, qui est Colossal Cave Adventure. Pas la 2D. Il y a des graphismes, tout à fait. Voilà. Ce sont les premiers jeux d'aventure graphiques. C'est un terme qui reviendra souvent dans les années 80-90. On commence à appeler les jeux des jeux d'aventure graphiques en opposition aux jeux d'aventure textuels. C'est fou, hein, de se dire ça. De maintenant, c'est ton jeu. Là, la maison, elle est dessinée par ton cousin de 4 ans, mais c'était les limitations techniques de l'époque. Ouais, mais même maintenant, de se dire comment ça, le jeu, il a pas des graphismes. Comment ça, le jeu, il est moche. Et t'es en mode, il est moche, j'y joue pas. Alors qu'avant, t'es. L'avantage avec les jeux d'aventure textuelle, c'est que tu peux pas dire que c'est moche. Oui. Tu peux dire que c'est mal écrit. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Et alors, Mathis, si tu peux remettre mon diapo en grand, s'il te plaît. C'est très petit, mais est-ce que vous voyez le personnage dans King's Quest ? Un poil, ouais, une sorte de Robin des Bois. Est-ce que tu le... Alors Maël, je sais que tu y joues pas, mais est-ce que tu le reconnais pas, Bastien ? Une sorte de Robin des Bois. Il apparaît sur des tableaux de Minecraft. Ah bon ? Oui. Ouais. Un tableau avec vertical. une grosse araignée dessus aussi. Je veux bien le tableau Minecraft à côté. Bah je l'ai pas. Ah, Mais t'inquiète. vas-y Matos, montre-le-moi. Matos est sur le coup. Je sais même plus comment il s'appelle, mais c'est le personnage principal des King's Quest et je crois que c'est la personne qui a fait les tableaux pour Minecraft, qui n'est pas Notch, était fan des King's Quest et donc il a fait. C'est trop bien. Je crois qu'il y a un ou deux tableaux avec ce personnage dessus. Trop bien comme anecdote. J'adore Minecraft, mec. Ouais, mais moi aussi, mec, ce jeu, ça me manque là. Ouais, mais on n'a pas le temps. Ouais, c'est très vrai. Moi, j'aimerais bien finir mon zoo. J'aimerais bien finir mon Mordor. Tu t'en sors, Matos ? Sinon, je fais une recherche Google. Hein. Tu veux qu'on ouvre Google ? Mais il a presque fini, donc je voulais pas l'arrêter, quoi. Envie de faire Barabdour. Oh, ouais. Non, mais c'est rigolo. Mais ça, tu vois, ça rejoint ce que je disais, les influences de certains, Ouais. les clins d'œil de d'autres. Et moi, dans l'architecture, tu vois, tout le temps, tu vois, pourquoi les modernes, tes machins, les trucs. Voilà, c'est le tableau de droite. On voit en jaune sur le côté le personnage. D'accord, oui, je vois quel tableau c'est, très bien. Incroyable. Vieille texture. Hein. Ouais. C'est beau Minecraft, hein. Voilà. Donc ça, c'est le début des jeux d'aventure graphique et qui écraseront d'ailleurs totalement les jeux d'aventure textuelle. Logiquement. Puisque, à part AI Dungeon que tu citais tout à l'heure, Ouais, encore c'est ça n'existe plus du récent et c'est et c'est de la parodie. Et c'est de la parodie, c'est parti en couille. Enfin, c'est vraiment fait pour, quoi. Mais du coup, voilà, les jeux d'aventure graphique se démocratisent. Mais il y a encore un problème à tout ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours un prompt pour écrire au clavier. On doit toujours et encore deviner comment les développeurs ont voulu désigner tel ou tel truc. Et c'est d'autant plus difficile avec King's Quest, par exemple, où là, il n'y a même plus de description textuelle. Et donc, tu n'as plus le vocabulaire du développeur qui transparaît et tu dois deviner que le caillou, il a choisi de l'appeler Rock et pas Stone. Voilà. Mais tout ça, heureusement, ça va changer. Et ça va changer grâce à qui ? Enfin, grâce à quoi ? Grâce à Star Wars. Et oui. Et oui, puisque en... Faut que je tourne ma feuille. Puisque en 1979, George Lucas, le papa de Star Wars, et ça je crois que c'est vraiment une photo qui date de 1979, crée Lucasfilm Computer Division afin de, dans un premier temps, faire des recherches dans le domaine graphique par ordinateur. C'est une branche qui deviendra des années plus tard Pixar, que vous connaissez tous. Donc c'est George Lucas
qui a créé Pixar. Si je dis pas de bêtises, il y avait Steve Jobs qui était CEO de Pixar à une époque. Il me semble, oui, il me semble que cette anecdote est vraie. Pixar, c'est un Pixar, c'est un gros bordel, je trouve ça ouf. Ouais. Mais voilà, c'est George Lucas qui a créé Pixar, en gros. Mais les Lucasfilm, comment ça s'appelle, merde, le département ILM est Industrial Light and Magic. Ouais, ce truc-là est encore à la pointe de tout ce qui est effets spéciaux et trucs. Et c'est un truc qui a été créé George Lucas et que au début, quand tu regardes les making-of des premiers Star Wars, c'était 5 mecs dans un garage qui avaient fait la maquette de l'étoile noire et qui, avec une caméra comme nous, on avait, comme les gens du tournage, vous avez pu vous rappeler pour une quête de justice, où ils avaient fait vraiment avec des fils. Il y avait de X-Wing qui tournait, t'avais la caméra sur les X-Wing et c'est des trucs. George Lucas, on peut le critiquer en tant que réalisateur, mais moi je trouve que c'est un cinéaste incroyable pour tout ce qu'il a apporté au cinéma. À l'époque, il était très visionnaire. Ouais. C'était vraiment en fait un amoureux de la création et je vais venir tout de suite. Le deuxième objectif de Lucasfilm Computer Division, c'était d'explorer des nouvelles formes de divertissement en partenariat avec Atari dans un premier temps. Okay. Et c'est ce qui donnera Lucasfilm Games. Et c'est un truc que je trouve ouf avec George Lucas, c'est qu'il est vraiment... il est vraiment très impliqué dans tous les formats de création. Lucasfilm Games qui va du coup faire des jeux vidéo, George Lucas les testait personnellement. Il y a un exemple d'un jeu où, pareil, révolutionnaire techniquement, qui explorait les fractales au début des années 80. Enfin, c'est un truc de ouf. Où on conduit un vaisseau sur une planète, ça s'appelle Rescue on Fractalus, et donc on conduit un vaisseau. George Lucas, il aime bien les vaisseaux spatiaux. Oui. Il appuie sur le bouton, il se tourne vers le développeur et fait « Et comment on tire ?» On peut pas. Et du coup, dans le jeu, on peut tirer juste parce que George Lucas voulait tirer sur des machins. Il était ultra impliqué et je trouve ça incroyable et j'adore ce type juste pour l'honnêteté en fait qu'il avait dans son rapport à la création. Lucasfilm Games, c'est la firme qui nous intéresse et pareil, ceux qui connaissent les jeux d'aventure savent que c'est l'autre géant avec Sierra Online des jeux d'aventure des années 80-90. Pour vous une idée de l'ampleur de la firme, elle va créer l'un des tout premiers MMORPG avec Habitat en 1986. C'est-à-dire Internet n'existe même pas qu'ils sortent un MMORPG. C'est une espèce de Second Life où il y avait plein de trucs, il y avait des chasses au trésor, on pouvait organiser des fêtes, on pouvait voler la tête des gens. C'était très marrant. Et surtout, ils ont amélioré tout ce qui est jeu d'aventure graphique, toujours en 1986, avec le jeu Labyrinthe, adapté d'un film avec David Bowie, je crois, dedans. Il y a un truc. Et là, vous pouvez le voir à l'écran. On a désormais une liste de mots prédéfinis. On a une liste de verbes et une liste d'objets affichés à l'écran. Et on n'a plus besoin de taper les mots, on les sélectionne dans une liste. Et du coup, on n'a pas besoin de deviner. Voilà. Donc c'est vraiment... Ça, c'est une petite révolution. Hein. C'est une petite révolution dans le jeu vidéo qui va être poussée beaucoup plus loin avec surtout le mastodonte des jeux d'aventure en 1987, Maniac Mansion, qui introduit le moteur Scum. Et là, on voit la différence avec Labyrinthe déjà. C'est qu'au lieu d'avoir une liste déroulante qu'on va arpenter un élément à la fois, on a tous les mots qui sont étalés sur l'écran et qu'on va venir sélectionner avec le curseur. Et ça, c'est beaucoup plus rapide. Et ça permet de mieux réagir dans les moments où il faut avoir un peu des réflexes. Donc voilà, Maniac Mansion, c'est un... Et juste pour la naissance de Scum, c'est un jeu immense. Tu y as joué ? Maniac Mansion, non. C'est un peu vieux, hein. C'est quand même encore un peu vieux. Là, c'est une révolution en soi, mais ils feront encore beaucoup, beaucoup mieux à peine 4 ans plus tard. Scum, ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus d'être un moteur, en fait, c'est un utilitaire. Scum, ça veut dire script... script, c'est un outil de création de script, en fait, parce que Scum va permettre de formaliser la création de jeux. C'est ultra simple de créer un jeu avec Scum une fois qu'on connaît le langage, c'est un langage en entier.
Et ça va permettre à Lucasfilm de vraiment faire jeu sur jeu sur jeu après année pour s'imposer sur le marché. Et ça va faciliter leur création de jeux pour un moteur créé en 1987 qu'ils vont utiliser jusqu'au début des années 2000. Script Creation Utility for Maniac Mission. Merci. Donc, utilitaire pour la création des scripts pour Maniac Mansion. Et en plus, c'est rigolo parce que Scum, ça veut dire genre déchets ou un truc comme ça. Ils aiment bien les jeux de mots un peu vaseux chez Lucasfilm Games. Et donc voilà, Scum, ça apporte une facilité de création pour les développeurs et en plus une interface claire et simple. Et ça va mener tout ça à moi, ce que je considère l'apogée des jeux Lucasfilm Games en 1991, je crois, avec The Secret of Monkey Island, que vous pouvez voir en haut à droite, et tout plein d'autres jeux qui utilisent le moteur Scum. En haut à gauche, c'est l'adaptation de Indiana Jones et les aventuriers de... Non, et la dernière croisade, pardon. En bas à gauche, c'est une aventure originale d'Indiana Jones, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Et en bas à droite, c'est Day of the Tentacle, la suite de Maniac Mansion. Donc voilà, ils vont vraiment faire jeu sur jeu. Et l'apogée pour moi, c'est The Secret of Monkey Island, qui est un véritable chef-d'œuvre du genre. C'est très drôle. C'est une aventure qui se passe dans un monde de pirates un peu méta. C'est inspiré des attractions Pirates des Caraïbes. C'est vraiment très drôle. Et Damien, qui est dans le chat, normalement peut en témoigner. Ça se joue encore assez bien aujourd'hui, puisqu'il l'a découvert il y a à peine quelques mois. Ok. C'est vraiment, je vous conseille très vivement. Si moche, hein, ça a l'air assez sympa. Ça, c'est la version 256 couleurs. Parce que le jeu à la base était sorti en 16 couleurs, comme on peut voir en haut à gauche. Indiana Jones, c'est en 16 couleurs. Voilà. Monkey Island est également sorti à l'origine en 16 couleurs. Puis très rapidement, il est sorti plus sur disquette, mais sur CD. Et ils ont pu mettre du coup des graphismes en 256 couleurs. Voilà. Ensuite, l'année suivante, Bon, j'en suis pas encore là, mais voilà. Lucasfilm Games deviendra c'est pas grave. LucasArts et continuera à sortir des gros succès. De suite à Monkey Island, Grim Fandango, mais on commence à un peu voir la limite du genre, puisque le marché des consoles, les jeux d'aventure, c'est surtout sur PC, et le marché des consoles est quand même vachement plus populaire. Et même sur PC, les gens commencent à plus jouer à des jeux d'action. RPG quoi. Non, Doom. Ah oui, Doom. C'est le FPS. C'est le début des FPS. Donc là, j'ai quoi ? J'ai Doom, j'ai Quake et j'ai Half-Life sur cette diapo. Donc même sur PC, ça commence à être un peu le déclin des jeux d'aventure. Sacré clavier quand même. Qui deviennent... j'avoue. Ça, c'est grand-mère qui a quoi. Sacré écran. Ouais, mais l'écran, ça me choque moins parce que tu peux retrouver ça encore actuellement. Ouais. Mais les enceintes et le clavier, mec, ça prouve vraiment que t'es vieux quand même. Ouais. Voilà, du coup, c'est le déclin des jeux d'aventure. Enfin, on dirait un peu le déclin. Jusqu'en 2012, où George Lucas va vendre, les fans de Star Wars le savent bien, Lucasfilm à Walt Disney Company. So long. Et l'année suivante, Disney va fermer LucasArts. Et là, tous les fans de jeux d'aventure sont en deuil et on a le giga somme. Du coup, quoi ? C'était pas rentable. Mais oui, c'est ça. Mais en fait, voilà, dès le début des années 2000, en fait, même LucasArts, avant de fermer, se concentrait beaucoup sur faire des jeux Star Wars, des jeux d'action, des jeux comme probablement Star Wars The Old Republic, Knights of the Old Republic, les premiers Star Wars Battlefront. C'est EA maintenant. C'est qui fait les jeux Star Wars? C'est EA. Maintenant, c'est EA, mais ça date depuis le rachat par Disney. Ouais, parce que Star Wars, le MMO là, Star Wars The Old Republic, c'est EA qui a fait ça. Mais parce qu'il est encore en action et je pense. Même à l'origine, il me semble, c'est EA. Je confonds sûrement avec des trucs genre parce qu'il y a plein de trucs. Il y a Knights of the Old Republic. Ah ouais, oui, non mais il y a plein de trucs qui se ressemblent dans les jeux vidéo Star Wars. J'y comprends rien. Un jour, je ferai une chronique sur les jeux vidéo Star Wars. Avec plaisir. Mais du coup, quoi, le jeu vidéo, c'est mort ? Enfin, le jeu vidéo d'aventure. Bah ouais, mec, faut sortir de la rue, là. Traverse la rue, il va chercher un travail. En vrai, pas. En vrai, c'est pas parce que LucasArts ils ont fermé
que c'est forcément un amant du jeu vidéo. Alors je rembobine un peu en arrière. Ah, ça c'est George Lucas qui vend à Disney. J'ai oublié ce qu'il y avait dans mon diapo. Ça c'est George Lucas qui... Il faut sortir de là. C'est George Lucas qui vend à Disney. Ok. T'as pas un peu l'impression que genre il sait qu'il fait une connerie là? Ouais, mais il aime trop l'argent. C'est ça. Et du coup voilà, on revient un peu en arrière. 1993, il y a Myst quand même qui fout une claque parce que c'est tout en 3D. Ça a l'air très stylé. C'est très. C'est 93, t'as dit ça? C'est 1993, ça ouais. Ah ouais, mais Ouais, c'est. mais c'est tout du pré-rendu. C'est pas Ouais. en temps réel. Ok, parce que c'est digne des jeux des années 2000, C'est ça. un jeu d'aventure diaporama en gros. Mais ça a beaucoup marqué les joueurs. Et j'y ai pas joué personnellement, mais je vous conseille vivement la vidéo d'Edouard qui parle sur YouTube de plein de jeux rétro et qui a fait une excellente vidéo sur Myst. Donc voilà, il y a déjà Myst qui est un monument que je me devais de mentionner. Mais surtout, dans les années 2000, le genre devient un genre de jeu vidéo boîte de céréales, puisque lui, c'est Ron Gilbert, c'est le papa de Maniac Mansion et Monkey Island. Donc, c'est quand même un gars qui pèse, qui va quitter vers 93 à peu près également LucasArts pour fonder Humongous Entertainment, qui va se concentrer sur des jeux point and click, donc jeux d'aventure pour enfants, avec des licences comme Pyjama Sam, Spy Fox, Pouce Pouce, je crois, et Marine Malice, je crois que ça s'appelle. Voilà, c'est des jeux destinés aux enfants et qu'on retrouvera au début des années 2000, littéralement, dans des boîtes de céréales. Ah bon? Ah non, c'est Pyjama Sam, ça. C'est des cookies. Mais Spy Fox, je sais qu'on le retrouvera dans les boîtes de céréales au début des années 2000, en France notamment. Dans les boîtes de Coco Pops, des trucs comme ça. Donc voilà, le jeu évolue un peu vers ce qu'il arrive. Et il y a littéralement, est-ce que j'ai mis, voilà, des jeux en France, adaptés d'une marque de yaourt, Yoko, et d'une marque de brioche, Doo-Wop. J'ai ces deux jeux. Moi, ça me rend fou. Je trouve ça génial. On fait des jeux sur n'importe quoi. On fait des jeux sur des yaourts. Bah ouais, mec, c'est bon, hein. Il faut le calcium. Voilà, du Sinon, coup, tu meurs. Hein, c'est dans tout. le jeu Doo-Wop, là, il y a la mascotte furry des brioches qui ramène un dinosaure à son époque. Ça s'appelle Doo-Wop Voyage au temps des dinosaures, je crois. C'est un délire, le machin. En vrai, mec, quand t'es gamin à 5 ans, c'est rigolo. Mais moi, j'adorais ces jeux. Ouais. En fait, j'adorais ces jeux jusqu'à partir du moment où le jeu il essayait de me faire la différence entre le Crétacé et le Jurassique et qui voulait m'apprendre des trucs. Alors, la différence entre le Crétacé et le Jurassique. Bah, c'est pas pareil. Déjà, ça s'écrit pas pareil. C'est vrai, c'est très vrai. Et c'est pas les mêmes époques. Mais du coup, voilà quoi. On reste sur des jeux de yaourt. D'enfant. D'enfants. Bah non, parce qu'en fait, faut pas oublier que il y a d'autres compagnies. Et en 2004, il y a Telltale qui est fondé par des anciens de LucasArts et qui feront leur pain sur des jeux à licence. Donc pour les plus connus, on a The Walking Dead, Batman, les Gardiens de la Galaxie. Vous vous souvenez peut-être de Minecraft Story Mode. C'est encore dispo sur Netflix d'ailleurs, J'ai pas joué. en jeu interactif. Et voilà, et c'est un peu eux qui vont lancer le jeu d'aventure et lancer la formule moderne du jeu d'aventure, beaucoup plus basée sur les choix de dialogue. Mm. Bon, malheureusement, parce qu'il n'y a jamais rien qui se passe bien dans cette chronique, Telltale Games va fermer en Ah ouais 2018, oui. Alors avant, ils ont quand même fait un Monkey Island. Ouais. Ça, c'était le petit bonheur. Mais ils ont fermé. Ils ont fermé en 2018. Ils ont Une fait année faillite. Quoi Ils ont déclaré faillite. Ouah, j'ai passé mes meilleures vies en regardant des gameplays sur le truc Batman. Ils ont fermé en 2018 parce que leur formule s'essoufflait, parce qu'ils traînaient toujours sur le même moteur dépassé depuis des années. Ils sont tombés un peu dans le même piège que LucasArts, en fait, où ils répétaient la formule en boucle et en boucle, et jusqu'à ce que ça s'essouffle, et ça s'est essoufflé. Mm. Et leur dernier jeu n'était pas rentable, donc ils ont fermé malheureusement. Mais bon, il n'y a pas que. Il y a aussi les Français de chez Quantic Dream. Alors il y a eu des scandales sur les méthodes de travail chez Quantic Dream, crunch, harcèlement, etc. Mais il faut reconnaître quand même qu'ils ont participé à remettre le jeu d'aventure également sur le devant de la scène.
Ils ont fait faillite, puis leur nom et leur licence ont été rachetés. Avec un peu de chance, on aura enfin des suites à des jeux. Oui, Telltale, ça existe encore. C'est en cours de reconstruction par une boîte qui les a rachetés. Après les Coco Pops, le crunch, bien joué. Voilà. Quantic Dream, on peut critiquer les méthodes, mais ils ont quand même participé au jeu d'aventure avec Heavy Rain. Detroit Become Human. Detroit Become Human qui Ça a avait fait beaucoup de bruit. Ouais. C'est vraiment un super jeu. Pareil, des jeux beaucoup basés sur les dialogues, je pense, sur les arbres de Ouais, dialogue. mais t'as un peu d'action du coup ça. Enfin, ils ont un Oui, peu renouvelé la séquence. Il y a les actions appuyer sur le bouton A pour mettre la pantoufle droite, appuyer sur le bouton A pour mettre la Oui, pantoufle mais gauche. t'as aussi des moments où t'as plus d'action et où t'as besoin de plus de rapidité qui change un peu avec. Mais voilà, Qui renouvelle un poil le genre, je veux dire. c'est les jeux d'aventure modernes et c'est là qu'on en est maintenant. Ah ouais, non, il y a aussi Life is Strange, que je pouvais pas oublier, qui est également. Alors, ça, je sais pas d'où ça sort en vrai, Life is Strange. Je sais que c'est fait par Square Enix, mais il me semble que c'est un peu indépendant à la base et c'est la quintessence du jeu d'aventure moderne. C'est un scénario. Moi perso, Life is Strange, j'ai pas joué, je l'ai regardé comme un film. J'ai même pas. J'ai entendu parler, mais j'ai pas vu. C'est un délire d'adolescente. Mon père, il me comprend pas. Mais c'est très drôle et on s'attache vachement au personnage en vrai. Oula. Ouais, je le vends très mal, mais. Ouais, tu le vends très très mal parce que comme ça, moi, je suis en mode. Je le vends très mal, mais je te jure que j'ai chialé devant le let's play de Link. Ok. Donc vraiment, ça vaut le coup. Donc voilà, on a quand même plein de jeux. On aurait pu croire que le genre était mort, mais en fait non. Et là, je me suis rendu compte en attaquant ma chronique qu'il y avait plein de jeux auxquels j'avais pas pensé. Sur Nintendo DS, oui. Les Phoenix Wright, les Professeurs Layton, c'est des jeux d'aventure. Oui. C'est aussi une autre évolution. Il y a l'évolution vers le visual novel. Oui, c'est vrai. Le visual novel, c'est un genre de jeu d'aventure beaucoup plus basé Quentin. sur la... Salut Quentin. Beaucoup plus basé sur la narration que sur le gameplay, on va pas se mentir. Moi, j'aime pas trop. Sauf Professeur Layton, parce que c'est trop bien Professeur Layton. Et Phoenix Wright, parce que c'est trop bien Phoenix Wright. Mais voilà, en fait, ça évolue vers plein de branches différentes et c'est encore là. Et il faut pas pleurer. Il faut pas pleurer la mort de LucasArts, vraiment. Mais après, bon. Tu vois, il y a une phrase qu'on dit souvent qu'il faut pas pleurer parce que c'est fini, mais il faut accepter être heureux parce que c'est arrivé. Et il faut se la remettre. Ouais, mais elle est importante. Et ça, c'est très vrai. Tout, c'est le chemin qui compte. Et ouais. Voilà. Et ouais, mais c'est vrai. C'est vrai, Mamel. Voilà. Mais si la destination ne vous aime pas, vous pouvez revenir en arrière sur le chemin avec Return to Monkey Island. Transition. 30 ans plus tard, littéralement, Ron Gilbert, après avoir fait les 2 premiers Monkey Island et pas le 3, ni le 4, ni le 5, revient faire un Monkey Island en 2022. Donc Return to Monkey Island, c'était vraiment genre c'est un miracle. C'est le créateur original de la saga qui revient, qui récupère la licence à Disney pour faire son jeu comme il l'entend. Et ça fait beaucoup de bruit. Il y a eu beaucoup de débats sur le style graphique, que moi j'aime bien au final. C'est beau. Mais oui, voilà. Je trouve ça très beau. C'est extrêmement drôle. C'était mon cadeau de ce début septembre 2022. Et je vous le conseille vraiment très vivement. Ça coûte pas cher, ça coûte 20 balles sur Steam. C'est juste un plaisir ce jeu. Toute cette chronique n'était qu'un prétexte pour parler de Monkey Island. Hein. Mais si je l'avais fait, vous auriez pas parlé. Donc, bon, on aurait dit c'est beau, quoi. Mais c'est loin. C'est beau. Tu nous auras raconté l'histoire, on aurait été en mode c'est pas. Ouais, c'est des pirates. Ouais. C'est des pirates. C'est drôle. Oui, j'ai compris la blague que tu viens de dire, mais raconter une blague, c'est pas dingue. Voilà, c'est ma dernière. Fois que tu parles de jeux vidéo ? Non, jamais. C'est ma dernière suggestion à vous jouer à Return to Monkey Island. Voilà. Et du coup, je voudrais finir cette chronique, vous, en vous demandant si vous avez si vous avez joué à des jeux d'aventure. Maintenant qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui est classé comme jeu d'aventure. Bah écoute, moi je pense pas. Bon, après, j'ai commencé le jeu vidéo plutôt adolescent à 15 ans, donc j'en ai pas fait tant que ça, franchement. Donc je pense que j'en ai jamais vraiment fait.
Mais mon frère a joué à Life is Strange. Ouais. Il l'avait acheté sur la PS4, je crois. Et il avait beaucoup aimé. Il me l'avait conseillé. Donc un jour, faudra que je Et tu l'as pas fait. Voilà. Donc un jour, je m'y mettrai. Non, j'y réfléchis. J'ai pu jouer à des RPG Ouais. que des jeux d'aventure, en fait. Moi, je suis un RPG player et stratégie player de ça. Mais ouais, non, j'ai pas de jeu d'aventure. Du coup, les RPG, c'est un peu un jeu. C'est le cousin. C'est un jeu où tu vis une aventure et pas un jeu d'aventure, je dirais. Malgré que dans un jeu d'aventure, tu vis une aventure, mais C'est pas. C'est cousin mais différent. c'est vraiment des cousins au sens Ouais. littéral du terme. Le problème, c'est qu'il y a énormément de jeux qui sont listés en action-aventure. Du coup, c'est compliqué. Je C'est suis une vrai. aventure. Mais la vie est une belle aventure, ma foi. C'est ça, la vie est un long chemin. Oui. Il Mais, ne faut pas regretter, mais le mériter. Oui, c'est vrai que, bon, après, c'est les classifications des jeux vidéo, c'est que la classification des films, c'est très Ouais. compliqué et très subjectif. Mais après, j'avais regardé, je sais plus, je crois que c'était du gameplay de Telltale Games, là, Oui. avec Fred qui avait fait un let's play. Il fait Batman, non? Ouais, sur Batman. Ouais. C'était vraiment ça. Première fois que j'avais découvert vraiment l'univers Batman et tout. Et après, Detroit Become Human, j'avais regardé un peu partout. Regardé avec Bob, c'était rigolo. Et dans le chat aussi, si vous avez des... Bah ouais. Damien, on vient nous parler de Monkey Island un peu, là. Damien, quand est-ce que tu joues à Monkey Island 2? C'est ça. Quand est-ce que tu fais les 6 épisodes de la série? Life is Strange, ouais. Life is Strange, je vous l'ai extrêmement mal vendu, mais vraiment, regardez un let's play. Toi, Peut-être. Ouais. au lieu de mettre des lives de Civ en fond quand tu fais tes devoirs, mets un let's play de Life is Strange. Mec, le live de Civ en fond. Quand l'installateur marchera. Mais j'ai dit qu'il fallait qu'on fasse un partage de jeu pour ça. Mais joue, c'est plus poignant. Ouais, mais c'est un peu le syndrome des... C'est un peu le syndrome des visual novels, c'est que quand ça parle et que le gameplay derrière est pas fou. Parce qu'en vrai, Life is Strange, c'est plus des réflexions sur les dialogues et sur ce que tu vas dire que sur des énigmes où tu vas combiner des objets, machin. Moi, perso, je préfère regarder que y jouer. Je sais pas, ouais. Bah, après, c'est tout des avis. Hein. Moi, j'avoue que quand tu regardes, en plus, t'as l'animateur du mec qui Oui. joue, qui fait les voix, qui fait les trucs, et toi, tu vas pas le faire toi-même, donc c'est rigolo. Puis t'as les commentaires l'un qui s'offusquait parce que c'est trop des teenagers. Oui. Après, tu explores un peu le monde et tu fais tes choix. C'est vrai qu'il y a tout cet aspect où on peut faire ses propres choix qui est très Oui. intéressant. Bah, moi, je trouve ça dans les RPG auxquels je joue, t'as Oui. des choix importants, et maintenant, quand tu connais le jeu à peu près par cœur, c'est assez drôle de te dire, ben, allez, je suis le dieu béni, ou je suis l'immense connard qui fait tout. T'as quel RPG en tête quand tu dis ça en vrai? Dragon Age. Dragon Age, ouais. Parce que moi, là... Un jour, je vous parlerai de Dragon Age, Bah, avec plaisir. et j'ai envie de vous forcer à jouer à Dragon Age. Mais vraiment, parce que j'ai réussi à forcer quelqu'un à jouer à Dragon Age, et il a beaucoup aimé. On n'en a pas reparlé depuis, mais jouer à Dragon Age. Le 1. Ouais. Parce que moi, les Origin. jeux qui me venaient immédiatement à l'esprit, c'était Fable, qui était beaucoup basé sur les choix entre le bien et le mal, et Skyrim. Ouais, bah Skyrim, ouais. Je n'ai pas joué à Skyrim. Enfin, un poil. Je n'ai pas joué à Skyrim. Pas beaucoup. Hein. Pas comme, Voilà. Hop là. Bah, c'est la fin de ma chronique. Incroyable. Vive le jeu vidéo, vive le jeu Ouais. vidéo d'aventure. Jouez à Monkey Island. Voilà, il reviendra de vous parler de jeux vidéo. Oh ouais, là, quand la prochaine mise à jour Minecraft elle va sortir.